1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Allez, on y va. Il n'y a personne. Allez-y, allez-y. São Paulo, 23 heures. Ces travailleurs pauvres, sans logement, prennent d'assaut un hôtel désaffecté. Barricade! J'ai entendu une voiture de police. Il y a une voiture de police qui arrive. Faut faire les barricades! Une opération parfaitement orchestrée. À un détail près, qui n'échappe pas aux policiers. Laissez sortir l'agent de sécurité. Non, il est déjà dehors. Non, il est à l'intérieur. J'ai plus qu'à appeler mon patron. S'ils ne le laissent pas sortir, les squatteurs seront accusés de séquestration. Écoute, nous sommes des travailleurs, tu n'as pas à t'inquiéter. Il faut patienter 5 minutes. On te dira quand tu pourras y aller, d'accord? C'est la première fois que je vois ça. Je me suis rendu compte de rien, tout était calme. Il va sortir. Tu vas sortir, d'accord? Mais là, tout de suite, c'est pas possible. Comment faire sortir le gardien sans que les policiers n'en profitent pour rentrer? Allez, toi, viens ici. Viens. Éloignez vos hommes et nous ouvrons la porte. Le gardien finit par s'extirper. Écoutez-moi, putain. Écoutez-moi. Y a-t-il d'autres employés à l'intérieur? Il y a des hommes et des personnes âgées à l'intérieur, n'est-ce pas? Ok, du coup on ne va pas intervenir, d'accord? Les squatteurs remportent la première manche. Je suis super émue. Je n'ai pas grand-chose, vous savez. D'être là avec mes enfants, ma belle-fille, mes petits-enfants. C'est tellement d'émotions. Je suis tellement heureuse. São Paulo, 12 millions d'habitants. L'une des plus grandes villes au monde. L'une des plus inégalitaires aussi. Au pied des tours peuplées de millionnaires, la capitale économique du Brésil n'a jamais compté autant de sans-abri. Leur nombre a été multiplié par 2 depuis la pandémie. En majorité, des travailleurs pauvres poussés à la rue par le chômage et la hausse des loyers. Partout, des campements sauvages comme celui-ci fleurissent. Pour ne pas s'exiler dans les favelas à plus d'1 heure du centre-ville, ils sont de plus en plus nombreux à envahir des bâtiments inoccupés. 73 000 familles ont déjà fait ce choix. Les travailleurs sans toit, comme on les appelle au Brésil, occupent 300 bâtiments en ville. Des squats qui, pour certains, durent depuis des années. Dans l'hôtel désaffecté, les squatteurs se réveillent, encerclés par la police. Il y a 10 policiers, 5 à gauche et 5 à droite. Ils ont l'air assez détendus. Ils rigolent. Kelly, vendeuse ambulante, est l'une des responsables du collectif de travailleurs sans toit qui a lancé cette occupation. Dans les prochaines 48 heures, la police a le droit de lancer une intervention pour nous faire quitter les lieux. C'est pourquoi nous sommes tendus, inquiets. Mais passé ce délai, nous ne pourrons plus être expulsés. Il faudra le mandat d'un juge pour le faire. Nous allons vous demander de participer à la bataille. Le collectif auquel appartient Kelly occupe déjà 7 bâtiments à São Paulo. Les femmes et les enfants, montez et mettez-vous aux fenêtres. Montrez que vous êtes là. Criez, le squat n'est pas une affaire de police, pas de femmes sans logement. Mais criez avec toutes vos forces, parce que nous sommes là pour lutter.
logement. Au 3e étage, Nous voulons une habitation. Ingrid a 26 ans. Elle est mère célibataire. Le fait que les enfants soient là, ils nous respectent plus. Il y a moins de risques qu'ils interviennent. C'est pour ça qu'on crie aux fenêtres avec nos enfants. Ingrid s'est installée avec ses 3 enfants dans cette ancienne suite de l'hôtel, comprenant 2 pièces et une salle de bain. Ne pleure pas. Elle a quitté sa région natale, au nord du Brésil, il y a 1 mois, dans l'espoir de trouver du travail. Ici, ce sera la chambre pour mes enfants. Là-bas, les toilettes. Nous allons mettre un petit placard. Et là, ce sera le salon et la cuisine. Un petit salon et une petite cuisine. On fera comme ça, si Dieu le veut. Et là, il y aura la cuisine. Vous aimez votre nouvelle maison? Oui. Vous voulez rester ici? Oui. Fais attention à tes doigts. L'électricité n'a jamais été coupée. Il y a de l'eau dans notre cabane. Regarde, il y a de l'eau qui coule. L'eau froide non plus. À part ça, tout reste à faire pour rendre l'appartement habitable. Comme tous les autres occupants, Fais attention aux trous. Ingrid devra financer elle-même ses travaux, au risque de tout perdre si elle est expulsée. On est très angoissés parce qu'on a peur de se faire expulser et de se retrouver à la rue. Vous m'imaginez à la rue avec mes 3 enfants sans savoir où aller? Je n'ai pas de famille ici, pas de parents. Ingrid ne paie pour l'instant aucun loyer, mais devra à terme régler une cotisation équivalente à 30 €, 10 fois moins que les loyers les plus abordables du quartier. Cet argent permettra au collectif de remettre en état le bâtiment. Il financera la solidarité entre les différents squats. Vas-y, envoie. C'est bon, j'ai. Et voilà, on a du gaz. Ils nous ont envoyé du lait et de la viande. En attendant que chacun ait de quoi cuisiner, les habitants se relaient pour préparer des repas collectifs. Il est où mon briquet? Viens ma jolie, ça va te changer la vie, tu vas voir. Tu es sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz? Tu ne veux pas prendre une éponge avec un peu de savon pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite? C'est très dangereux. Faut savoir le faire, sinon ça peut exploser. C'est pas simple. Mais grâce à Dieu, la rue nous apprend beaucoup. S'ils font particulièrement attention au gaz, c'est que personne ici n'a oublié le drame survenu en 2018. Un départ de feu, dans un squat similaire, ravage la totalité de l'immeuble. « 200 familles habitaient ici. 9 personnes y ont perdu la vie. Pour qu'un tel drame ne se reproduise pas, le collectif qui occupe l'hôtel a désigné parmi les squatteurs des responsables de la sécurité. Ici, il va falloir changer toute l'électricité. Il y a trop de risques de court-circuit. Ça, c'est du bidouillage. Il y a 4 ans, le propriétaire des lieux lance des travaux pour transformer cet immeuble en hôtel de luxe. Là, il n'y a aucune protection. Il n'y a plus de vitres. Mais le chantier est interrompu. L'immeuble déserté. Il est hors de question qu'une mère s'installe ici avec ses enfants pour l'instant. Sur les 18 étages de l'hôtel, les squatteurs vont en condamner 13. Deux jours plus tard, les 48 heures durant lesquelles les policiers pouvaient intervenir sont écoulées. Les squatteurs entament les premiers travaux. Mais dans cet immeuble insalubre, les conditions de vie restent précaires. Les enfants ont des problèmes respiratoires. C'est à cause de la poussière, comme une allergie. Pour apaiser les bronches, un seul inhalateur que se partagent près de 100 familles.
et un coup de balai pour humidifier le sol et empêcher la poussière de s'envoler. La plupart des vêtements sont sales. On n'a pas de machine à laver. C'est compliqué. Je lui ai donné un médicament. Je lui ai fait un lavage de nez. Là, ça va mieux. Mais hier, ça n'allait pas. Pour faire la toilette des enfants, Tu y vas maintenant? Ingrid est obligée de descendre au parking, là où se trouve la seule douche avec eau chaude du bâtiment, collée à des toilettes bouchées depuis plusieurs jours. Quelqu'un a dû casser quelque chose ici. Il y a des morceaux de verre partout. Bon, on va voir si la douche fonctionne. Tu aimes prendre ta douche ici? Pourquoi? Parce que ça sent mauvais. Ce n'est pas simple. De telles conditions, c'est nouveau pour moi. C'est difficile. Maman, tu peux m'aider? Je puise de la force dans mes enfants. Je fais tout ça pour eux. Malgré la misère, Ingrid fait tout pour que ses enfants ne se sentent pas différents des autres petits Brésiliens. Elle est où ma brosse? Agatha, repose-moi ça. Tiens, elle est là, ta brosse. Il y a un mois, en arrivant à São Paulo, la jeune femme s'est installée provisoirement dans un autre squat du quartier et a immédiatement inscrit Eila, 7 ans, à l'école. La directrice est au courant de notre situation, mais pas les enfants. Les autres, ils ne me posent pas de questions sur ma vie. Et s'ils posent la question, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire qu'on habite dans une très belle maison. Une grande maison. Tu as peur qu'ils se moquent de toi? Pour Ingrid, qui n'a connu que les écoles des quartiers pauvres, ce squat est l'occasion inespérée de scolariser ses enfants dans les écoles plus favorisées du centre-ville. Mais là, c'est mon école! Eh oui, c'est génial! Vous n'aurez pas à marcher beaucoup. Bon après-midi! Au revoir, maman! C'est important, l'école. Parce que je veux qu'elle ait accès à ce que je n'ai pas eu. Elle dit qu'elle veut devenir avocate. Je vais me battre pour que ses rêves se réalisent. Ingrid a quitté le père de ses enfants suite à des violences conjugales. Pour tenter sa chance à São Paulo, elle a emprunté 200 € à sa famille, mais n'a presque plus un sou en poche. Bonjour, je peux vous laisser mon CV? Mais bien sûr. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ici, en travaillant comme serveuse, elle peut gagner 500 € par mois, l'équivalent de 2 fois le salaire minimum au Brésil. Bonjour, je vous amène mon CV? Qu'est-ce que vous savez faire? Un peu tout. Vous savez cuisiner, laver, Oui. repasser? J'étais femme de ménage, j'ai travaillé dans des bars. Il y a un restaurant Rua Augusta où ils cherchent du monde. Il faut monter un peu plus haut à un pâté de maison, je pense que vous trouverez là-bas. Merci beaucoup. Là d'où je viens, il y a beaucoup de chômage, de concurrence. Ici, on sent qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Une semaine plus tard, la jeune femme sera embauchée dans un restaurant du quartier. Si Ingrid s'accroche, d'autres habitants du squat abandonnent dès le 3e jour d'occupation. Maria a elle aussi été victime de violences conjugales. Issue de la classe moyenne, elle a quitté le domicile familial avec ses 2 enfants à l'issue du confinement. Mes enfants ne veulent plus rester. Ils sont fatigués, ils veulent partir. C'est quand même un peu terrifiant. À cause de la police, on a un peu peur. Les gens, ils sont plutôt cool. Le souci, c'est le confort. Il n'y a pas de porte, par exemple. Ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas de douche. Pas d'évier. C'est pas terrible. La promiscuité crée des tensions.
Nous aussi, on sait respecter les autres. Cette femme n'a pas supporté de se faire doubler par des hommes à la douche. Je comprends, mais on lutte pour la même cause. On est unis par la même cause. Si toi tu pars, tout le monde finira par partir. Il faut un peu plus d'union si on veut aller au bout de cette lutte. C'est normal d'avoir des difficultés. Dites aux gens qu'il faut rester si on veut résister. Près d'un tiers des squatteurs sont déjà partis. Ça craint là, tout le monde part. Le combat ne fait pourtant que commencer. Cet homme au téléphone est le propriétaire du bâtiment. Un riche homme d'affaires qui n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Ce jour-là, il a obtenu du tribunal un avis d'expulsion. Faut que vous signiez ici. C'est une procuration pour qu'un avocat commis d'office procède à votre défense. Pour faire appel de cette décision, le collectif compte plaider le fait que ce bâtiment était inoccupé. Selon la constitution brésilienne, chaque immeuble doit avoir une fonction sociale. On est très préoccupés. On est sur le front depuis le début. C'est révoltant. Il y a tellement de familles ici, tellement d'enfants. Ils vont tous finir à la rue. Les squatteurs prétendent que le propriétaire ne payait plus les charges de l'immeuble. Dans ces conditions, selon eux, le droit à un logement digne l'emporte sur le droit de propriété. Ils nous soutiennent beaucoup. Heureusement qu'ils sont là. Nous, le droit, on n'y comprend pas grand-chose. Ce bras de fer judiciaire ne tourne pas toujours à l'avantage des squatteurs. À l'autre bout de la ville, une dizaine de familles sont évacuées en présence des propriétaires, cet homme en polo bleu et sa sœur en marinière. Madame! Non, mais ça sert à rien de l'écouter. Allez en enfer. J'espère que vous avez conscience que des enfants vont dormir à la rue à cause de vous. Tout ça pour un immeuble abandonné qui ne servait à rien. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande de vous éloigner. J'étais tranquille avec mon fils et ils ont dit qu'il fallait qu'on parte tout de suite. Et on va où maintenant? Pourquoi ils ne l'ont pas dit 24 heures avant, comme ça on pouvait s'organiser? En plein repas, on nous expulse. Ce bâtiment était loué à un restaurateur qui a fait faillite durant la pandémie. Il n'est resté vide que quelques semaines. Le propriétaire prétend avoir toujours payé ses charges. C'est mon père qui a construit cet immeuble. Il est arrivé d'Italie les poches vides après la guerre. Il a travaillé dur pour construire ce bâtiment. On était en pleine négociation pour le vendre. Du coup, à cause des squatteurs, la négociation est tombée à l'eau. Sous les yeux de l'avocat du propriétaire, femmes et enfants quittent les lieux, sans aucune solution de relogement. Le droit au logement doit être garanti par l'État. Évidemment, ce n'est agréable pour personne ce qui se passe ce soir. Mais ce n'est pas à mon client, avec son immeuble, de résoudre le problème du logement au Brésil. Allez, viens. Allez. 2 mois après le début de l'occupation, l'hôtel d'Ingrid est lui aussi évacué. Les policiers remettent à la rue une centaine de personnes, dont Ingrid et ses enfants. Depuis, la jeune femme a été relogée par le collectif. Et voilà, je suis dans un nouveau squat. Ils nous ont trouvé une chambre ici. Dites bonjour. Bonjour. Et voilà la plus belle, Ayla. Qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle maison? Super. Tu l'aimes bien? Dans de rares cas, le cauchemar des travailleurs pauvres se transforme en rêve. Cet immeuble, qui semble flambant neuf, était un squat pendant près de 10 ans. Ligia y a vécu. Bonjour. Ça va, Maria?
Oui, et toi? Ici, on aura bientôt un salon commun. On pourra y organiser nos assemblées. Oui, des fêtes, recevoir du monde. On va monter par l'ascenseur. Il y a 2 ans, le bâtiment a été racheté par la mairie. 176 logements y sont en cours de rénovation. Le collectif des travailleurs sans toit a fait valoir qu'il entretenait cet immeuble depuis des années. Il a obtenu que tous les appartements soient attribués aux anciens squatteurs. Ligia est chargée de l'inspection des travaux. Ici, il faut reprendre les finitions. Ça, il faut refaire la finition avec la même peinture. J'essaye d'être la plus précise possible, parce que je ne veux pas que les familles aient des problèmes en arrivant. Ligia est éducatrice. Elle élève seule son fils. En guise de loyer, elle paiera 10% de son revenu, soit 45 € par mois. Au bout de 10 ans, l'appartement lui appartiendra. Elle l'aura payé 5 000 €. 10 fois moins que le prix du marché. Je rigole toute seule. Je me dis que je n'apporterai pas mes meubles ici, parce que je ne veux pas emmener les cafards qui viendront avec. C'est un rêve. J'ai l'impression d'être en train de rêver. Aujourd'hui, je réalise que ces années de lutte en valaient la peine. La mairie de São Paulo ne finance qu'un projet comme celui-ci par an. Dans cette ville, il manque 1 million de logements sociaux. Les chargeurs rangés dans vos ceintures. Pour 140 €, Luana s'offre un baptême du feu. Allez les filles, allez-y en premier. Ok? Repérez bien votre cible, ok? À tous les tireurs, à partir de maintenant, plus personne sur la piste. Préparez-vous et soyez attentifs. Chargez vos armes. Si vous avez peur, pas de panique. Et gardez bien le canon pointé vers l'avant. Attendez. Calmez-vous. Attendez que je vous donne l'ordre de tirer. Putain, je lui ai collé une balle en plein milieu. Feu! J'ai tout mis dans le mille. Niveau adrénaline, je suis au maximum. T'as vu, c'est marrant, quand tu lui mets une balle dans la tête, tu marques moins de points. Si c'était un bandit, j'aurais pu le buter. Je l'aurais tué. Fais-moi un sourire. Luana est venue avec son mari Victor. Alors, c'était comment? C'était trop bon. De l'adrénaline pure. Regarde comme je tremble. Tu vas vite devenir accro. Dans ce stand de tir, l'un des 2000 du pays, personne ne cache son orientation politique. On n'oublie pas Bolsonaro 2022. 22, 22, 22, 22. 22, c'est le numéro attribué au candidat Bolsonaro sur les urnes électroniques pour l'élection présidentielle qui se tient aujourd'hui. Luana et Victor vivent à Goiânia, dans la région du centre-ouest brésilien. Ici, lors de la dernière présidentielle de 2018, 75% des électeurs ont voté pour Bolsonaro, le Trump des tropiques. Dans cette ville d'1,5 million d'habitants, on recense 36 homicides par semaine, un chiffre dans la moyenne nationale. Quand on va quelque part et qu'on sort de chez nous, on quitte notre zone de sécurité. À partir d'ici, je sais que nous courons un risque. À n'importe quel moment, un motard armé peut surgir et nous agresser. Le couple vit au 23e étage de cette tour sécurisée. Ouverture des portes par empreinte digitale, caméras de surveillance et gardiens 24 heures sur 24. Tiens, tu as de l'eau ici. Elle est chargée de communication. Lui, chanteur de musique traditionnelle, donne des concerts dans des bars et des restaurants. Vous en êtes où du nouvel album? On va bientôt enregistrer. Un couple de la classe moyenne, particulièrement sensible au discours sécuritaire du président Bolsonaro et à ses appels à l'autodéfense.
Le taux de criminalité au Brésil m'a toujours beaucoup inquiété. Et Luana a peur aussi. J'aimerais avoir quelque chose avec moi pour me défendre. J'ai vraiment changé d'avis sur les armes. Avant, je les voyais comme quelque chose de mal, seulement fait pour tuer. Maintenant, je suis convaincue que c'est le meilleur moyen de me défendre. Ce que vous voulez, c'est vous faire justice vous-même? D'une certaine manière, oui. Parce que malheureusement, nos lois font qu'un criminel est libéré le jour suivant du crime qu'il a commis. Et cette personne va continuer à voler. Et demain, cette personne va venir vous agresser, vous, moi ou Luana. Alors vous voulez vous faire justice vous-même? Non, je veux pouvoir me défendre. La loi interdit le port d'armes dans la rue. Tu as pris les clés de la voiture? Mais les citoyens peuvent conserver un calibre à domicile et le transporter pour se rendre au stand de tir. Luana et Victor ont décidé de franchir le pas. Ces dernières années, les formalités pour posséder une arme en toute légalité ont été simplifiées. Première étape pour les apprentis flingueurs, un rendez-vous chez une psy assermentée par la police fédérale. Ça fait un moment? Ça vous rappelle le collège? Le test est divisé en 4 parties. Je vais d'abord tester votre personnalité, votre attention et aussi votre mémoire. Et la dernière partie, ce sera des tests cognitifs. Pas d'entretien, juste 1 heure de test, des interprétations d'images et d'analyses graphiques censées évaluer l'impulsivité ou l'agressivité. C'était vraiment tranquille. Prix du test, 30 €. La psychologue reçoit 360 candidats par mois, 11 000 € de revenus mensuels, 47 fois le salaire minimum au Brésil. Et voici vos résultats et les documents attestant que vous êtes apte à manipuler les armes à feu. Mon évaluation atteste de vos aptitudes d'un point de vue psychologique. Taux de réussite des aspirants à la gâchette, 98%. Merci beaucoup. Reste une épreuve, pratique celle-ci, dans un stand de tir. Au Brésil, il s'en ouvre un par jour depuis 2019. Diogo est le propriétaire du club IWS à Goiânia. On y va. Vous avez 2 séries de 2 tirs pour valider le test. Là, tu vas vraiment sentir la douleur de l'impact. Pour l'examen, les candidats tirent sur une cible à 15 mètres avec un fusil de calibre 12. Enlève la sécurité ici. Là, c'est bon? Tu peux y aller et tirer. Vise le centre de la cible. J'ai peur d'être projeté par terre avec l'impact. Pour Luana, l'épreuve du feu a été violente. Elle parvient tout de même à atteindre la cible 2 fois sur 4. Tu lui as mis une bonne cartouche. Un score suffisant pour obtenir son habilitation. Ils recevront leur licence officielle dans 1 mois, contre 1 an avant l'élection de l'ex-militaire Bolsonaro. Pour Victor, pas besoin d'aller bien loin pour choisir son calibre. Diogo, le patron du stand de tir, est aussi armurier. Quel est ton budget? Au maximum du maximum, 1 500 €. Là, c'est un pistolet Taurus, l'un des moins chers. Il coûte 750 €. Mais il est très petit. Je te conseille de dépenser un peu plus. Si tu veux, on a cette option, c'est un pistolet tactique. Mais là, on est un peu au-dessus de ton budget. On est à 2 300 €. Tu as la visée laser. Et ici, tu as le silencieux. Au Brésil, les armes sont 3 fois plus chères qu'aux États-Unis. En cause, des taxes d'importation très élevées. Il y a 3 ans, Bolsonaro a tenté de les supprimer. La Cour suprême fédérale s'y est opposée. Cette arme, c'est celle qui est dans le James Bond. Tiens-la pour essayer. C'est incroyable, ce truc. En seulement 3 ans, comme Victor, près de 600 000 citoyens se sont armés. Une aubaine pour les vendeurs de fusils et de pistolets. Le World Combat Conference, le plus grand événement tactique d'Amérique latine.
L'une des principales foires aux armes au Brésil se tient sur la base Armalite, un immense club de tir créé par un millionnaire proche du clan Bolsonaro. Démonstration des forces spéciales et déguisement, chasse, pêche et tradition de rigueur. Il flotte sur le Brésil comme un parfum d'Amérique. Un événement immanquable pour Diogo. Ancien ingénieur dans la construction, ça c'est bien pour l'autodéfense. Il a ouvert son armurerie en 2019. 300% de chiffre d'affaires en plus chaque année, 1000 armes vendues l'an passé. Diogo est constamment en quête de nouveautés. Parle-moi de celle-là. Ça, c'est notre dernier calibre 12. Tu penses que ça va intéresser beaucoup de gens? Oui, on a eu déjà beaucoup de commandes. C'est une vraie fièvre, mais une bonne fièvre. Désormais, chaque licencié d'un club de tir peut posséder jusqu'à 60 armes, contre 6 auparavant, et même de très gros calibres. Allez, viens voir. Comme ce modèle du géant israélien IWI, inventeur du célèbre pistolet mitrailleur Uzi. C'est une semi-automatique? Semi-automatique et rotatif. Tu appuies ici et tu tournes. Tu appuies où? Tu appuies ici et tu tournes. Et ça te met 5 balles de plus dans le canon. Un business florissant, suspendu aux résultats de la présidentielle. En cas de victoire, Lula, le candidat de gauche, a déjà prévenu. Il fermera tous les clubs de tir du pays. Celui-ci, il sort en novembre, après l'élection. Alors on va prier pour que Bolsonaro reste au pouvoir. La star du salon, c'est Eduardo Bolsonaro, 38 ans, député et fils du président. Beau t-shirt! Face à un public conquis, Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro Junior vient défendre les idées de papa. Statistiques à l'appui, il justifie sa politique pro-armes qui aurait un impact significatif sur la baisse de la criminalité. Au Brésil, personne ne croit au lien entre augmentation des armes et diminution des crimes. Regardez ici la courbe des homicides par arme à feu, même si je trouve ce chiffre bien bancal parce qu'il faudrait faire la différence entre légitime défense et crime. Il faut bien distinguer la bonne violence de la mauvaise violence. Et ici, ce sont les ventes d'armes à feu. Et vous pouvez voir que plus les armes sont vendues, plus les homicides baissent. Une interprétation contestée. Pour les instituts de recherche, la baisse s'explique par une trêve dans la guerre des gangs. Le fils oublie aussi que cette diminution était déjà amorcée avant l'arrivée de son père au pouvoir, début 2019. Mais imperméable aux critiques, le clan Bolsonaro veut aller encore plus loin. Si votre père est réélu, il va autoriser le port d'armes même dans la rue? Je le crois, oui. Les gens ont le droit à la légitime défense. Et cela a un effet sur la sécurité publique. Si vous donnez accès aux armes à la population, vous envoyez un message aux criminels. Faites attention, votre victime peut être armée. Quoi qu'en pense Eduardo Bolsonaro, plus d'armes en circulation dans le pays, c'est aussi plus de dérapages. Pas une semaine ne passe au Brésil sans son lot de meurtres commis par des licenciés de clubs de tir. Pedro a perdu son neveu il y a 2 mois. C'est à cet endroit que le drame est arrivé. Il y a encore des restes de sa voiture qui s'est fracassée sur ce poteau. Le 7 août dernier, Lindomar da Silva, chauffeur de bus, rentre du travail au milieu de la nuit. Il percute une voiture stationnée sur le bas-côté. Le propriétaire du véhicule sort aussitôt de chez lui et tire sur la voiture. La balle finit dans le dos du conducteur. 400 mètres plus loin, la vie de Lindomar, 34 ans, se fracasse contre un poteau électrique. Patricia, sa sœur, et Pedro attendent toujours les résultats de l'enquête. Là, c'est lui avec son uniforme de chauffeur de bus. Ses 2 plus grands enfants, qui ont 12 et 15 ans. Sa plus petite fille demande toujours où est son père.
Elle dit qu'elle veut aller à la plage, qu'elle veut s'amuser avec lui, qu'elle veut passer du temps avec son papa. Elle ne sait pas qu'il est mort. Ma belle-sœur lui a dit qu'il est parti faire un voyage. Elle n'a pas la force de lui raconter la vérité. L'auteur du coup de feu, un entrepreneur de 30 ans, inscrit dans un club de tir, possédait 3 pistolets et une carabine, enregistrés légalement à son nom. Il a été libéré en attendant son procès contre une caution de 10 000 €. Il a l'autorisation d'avoir une arme, mais cette autorisation ne lui permet pas de sortir armé dans la rue. En aucun cas, cette arme ne pouvait sortir de son domicile. C'est de la pure folie. Aujourd'hui, tout le monde a une arme. Tous ceux qui ont de l'argent achètent une arme. Sauf que là, ça tue. Et ça fait souffrir des familles. Ceux qui ont mis ces lois en place n'en ont rien à foutre de nous, les pauvres. Tous ces gens qui ont des armes, ils se sentent les rois du monde. Ils tirent sans se poser la question de savoir si en face il y a un père de famille qui rentre du travail fatigué et qui s'est endormi au volant. Des meurtres, des actes de violence et des centaines d'accidents domestiques aussi. Eliseo avait 11 ans lorsqu'il a perdu la vie, tué par son père le 27 mai dernier. Mateus Assunção est le seul témoin du drame. Cet armurier était venu voir la famille pour une transaction. Le père m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il avait besoin de vendre ses armes. Alors j'ai été chez lui. Ça s'est passé exactement comme ça. Il a levé l'arme. Je ne peux pas te dire s'il avait le doigt sur la gâchette. Je n'ai pas vu. Mais au moment où il a soulevé l'arme, le coup est parti. L'enfant était à 1,50 m et il a été touché. Le petit Eliseo meurt sur le coup. Quelques minutes plus tard, son père tente de se suicider d'une balle dans la tête. Il se retrouve aujourd'hui avec le visage sévèrement mutilé. Il parle de l'enfant tout le temps. Il montre des photos de l'enfant tout le temps. Moi aussi, je suis dans un club de tir. J'ai une arme. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à la maison après l'accident, ça a été d'enlever les munitions de mes armes qui étaient prêtes à être utilisées. Je les ai mises dans un endroit sûr, je les ai cachées et je les ai démontées totalement parce que moi aussi j'ai un enfant du même âge. La semaine dernière encore, dans le nord du pays, un enfant de 3 ans a tiré sur son jumeau avec une arme que leur père avait laissé traîner. Des drames qui ne dissuadent pas certaines familles avec enfants de conserver des armes à la maison. T'as déjà nettoyé celui-là? Non, pas celui-là. Regarde, il est sale ici. Paolo laisse son fils Heitor, 5 ans, manipuler ses 2 pistolets lorsqu'ils sont déchargés. Une démarche qui se veut pédagogique selon lui. C'est là qu'il faut appuyer pour enlever le chargeur? Oui, ça c'est le bouton pour enlever le chargeur. Vous pensez vraiment que la meilleure des solutions pour éviter un drame, c'est de faire ça? Oui, c'est certain. Je veux tout faire pour ne pas attiser sa curiosité de manipuler nos armes. Que l'on soit là ou pas, que les armes soient cachées ou pas, l'idée c'est ça, c'est que sa curiosité ne le pousse pas à faire des bêtises. Son père lui a même acheté une arme factice pour qu'il apprenne ce que Paolo appelle les bons gestes. Quand on manipule une arme, il faut toujours diriger le canon vers le bas. Oui, c'est ça, l'arme pointée vers le bas. Et quoi d'autre? C'est seulement au moment de tirer que l'on peut mettre le doigt sur la gâchette. Parfait, merci. De rien. Paolo et sa femme Fabiola voteront aujourd'hui Bolsonaro. Quel que soit le résultat du scrutin, la culture des armes est maintenant solidement enracinée. Un héritage que le Brésil devra porter pendant des générations. Il m'a frappé au visage. Non, c'est toi qui m'as donné un coup. Ferme ta gueule. Du calme. Du calme. Ferme ta gueule, toi. Calmez-vous, monsieur. Carlos Lima assure les gardes de nuit depuis 5 ans dans ce commissariat brésilien exclusivement dédié aux violences conjugales. Bouge pas, j'appelle quelqu'un pour t'enlever les menottes. Il gère les gardes à vue de ces hommes, accusés d'avoir agressé leurs femmes. Ce soir, on fait le plein. Il accueille aussi les victimes pour prendre leur déposition. En petite robe à fleurs,
Et Giovanni, 36 ans, est accompagnée de son fils et de son frère. Cette vendeuse de la classe moyenne brésilienne avait déjà quitté un mari violent. Ce soir, c'est son nouveau petit ami qui lui a mis un couteau sous la gorge. C'est là, sur mon cou. Et il m'a coupé le doigt. Il a dit qu'il allait te tuer? Oui. Tu veux une mesure de protection? Oui, j'aimerais bien. Et Giovanni subit des violences quotidiennes depuis 1 an. Et pas seulement physiques. Il m'a privé de mes amis. Interdit de voir certains membres de ma famille. Je pensais que j'avais enfin rencontré quelqu'un qui allait me rendre heureuse. Mais là, je réalise que je suis devant un mur, que rien ne se passe comme je le voulais. Des agressions, mais aussi des tentatives de meurtre. 3, on cherche 3 balles. Devant le commissariat, la police scientifique inspecte un véhicule criblé de balles. C'est vous la propriétaire du véhicule? Vous avez retrouvé des fragments de balles? Non, rien. Pendant qu'elle conduisait, son petit ami, un trafiquant de drogue notoire, a tiré sur son pare-brise pour essayer de la tuer. Brunella venait d'apprendre qu'il avait un bébé avec une autre femme. Elle avait décidé de rompre. Il m'a dit « Je n'accepte pas que tu me quittes. Il n'y a que moi qui peux te quitter. » Il me crie toujours dessus. Il aime contrôler le moindre de mes pas. On fait des appels vidéo pour qu'il voit où je me trouve à chaque instant. Je ne peux pas sortir seule. Et vous acceptez ça? Oui, sinon il a dit qu'il tuerait mon enfant. Paolo, lui, s'est retrouvé au poste. Suivez-moi. Après avoir insulté sa femme. Et surtout, après l'avoir menacée de la brûler vive. Installez-vous. Il va être entendu par la commissaire de garde, Daniele. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé avant, madame. J'ai bu, je me suis disputé avec mon fils et elle a pris sa défense. Mais on ne s'est pas battu. Mais vous l'avez insulté. La seule chose que je lui ai dit, c'est que tu vas encore sortir traîner dehors. Mais selon son épouse, les mots auraient été beaucoup plus durs. Vous avez traité votre femme de pute. Vous savez que c'est un crime? Elle aussi, elle m'insulte. Ce type de comportement n'est plus toléré. C'est très sérieux. Vous pouvez finir en prison pour ça. Il faut revoir votre comportement. Paolo est laissé libre, mais il n'a plus le droit d'approcher sa femme. Tout est bon? Et n'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite. S'il ne respecte pas cette interdiction, il sera incarcéré. J'essaie de déconstruire leur mentalité machiste. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'homme croit qu'il est propriétaire de sa femme. Ce genre d'attitude qui faisait partie de la culture de notre pays n'est plus acceptable. Plus acceptable, mais encore beaucoup trop répandu. Au Brésil, chaque année, plus de 300 000 plaintes sont déposées pour viol ou violence conjugale. 400 femmes sont agressées chaque jour et toutes les 2 heures, une femme meurt assassinée. Certaines affaires ont choqué le pays, comme celle l'été dernier de Tatiana Spitzner. Tabassée par son mari en voiture, pourchassée dans le parking, puis dans l'ascenseur. Cette jeune avocate mourra un quart d'heure plus tard en tombant du 4e étage de son immeuble. Pour endiguer le phénomène, depuis 2006, la loi brésilienne pénalise tout type de violence, aussi bien verbale que physique, commise à l'égard d'une femme. Et ces derniers mois, la police multiplie les opérations coup de poing pour capturer un maximum d'agresseurs. 5 heures du matin, devant le commissariat central de Vitória, à 500 km de Rio. Pablo, aide-moi s'il te plaît à appeler les garçons de ces 2 équipes. Claudia Demate prépare ses hommes. Vous avez les noms? Oui, je les ai, tiens. Dans cette région,
Cette grande blonde de 37 ans dirige les 13 commissariats spécialement créés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Sous ses ordres, 150 policiers s'apprêtent à partir sur le terrain. Faites attention à vous, que Dieu soit avec vous, que l'opération soit un succès. Ok? Merci beaucoup. Ils doivent arrêter une quarantaine de suspects. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Dont un meurtrier présumé, en cavale depuis des mois. C'est le commissaire Janderson Loubet et sa jeune collègue Anna Carolina qui sont chargés de cette opération délicate. Leur cible, Sinval Pereira, 43 ans. Cet homme était en couple avec une femme dont le corps a été retrouvé dans une forêt. Elle s'appelait Rosangela Ribeiro. Elle avait 36 ans. Cela fait 6 mois que le suspect est en fuite. D'après un tuyau qu'on a reçu, le suspect serait dans une ferme, à Guarapari. Un policier du coin va nous guider jusqu'à l'endroit exact où il se trouve. On a déjà essayé de l'interpeller 2 fois, mais on n'a pas réussi. Alors là, faut vraiment y aller. Tu sais s'il est armé? Non, pas que je sache. Mais il vit en zone rurale. Donc c'est possible qu'il y ait des armes à feu sur place. Les policiers arrivent discrètement. Il y a un mec là-bas. Janderson ouvre la voie. Police, arrêtez! Arrêtez, arrêtez! Les mains sur la tête! À genoux! Couche-toi. Couche-toi. Tu comptais t'échapper où comme ça? Hein? J'étais à 2 doigts de lui tirer dessus. Pourquoi tu prends des risques comme ça? Janderson et son équipe perquisitionnent la maison où Sinval se cache depuis 5 mois. Il y est hébergé par son avocat. C'est ce dernier qui a fini par le dénoncer. Alors, Sinval, dis-moi quelque chose. Où est-ce que tu as tué Rosangela? C'était où? C'était là-bas. Où ça, là-bas? Au pont. Avec un détachement et un sang-froid glaçant, Sinval guide l'équipe jusqu'à cette forêt isolée. Comment s'est passée votre dispute? En fait, je voulais la quitter pour me remettre avec mon ex-petite amie, et elle voulait pas. Elle était jalouse. Et vous avez parlé de tout ça ici? Oui, c'était ici. Elle m'a dit que si je restais pas avec elle, je resterais avec personne d'autre. Et après, elle a fait quoi? Elle a sorti un couteau. Je ne voulais pas la tuer. C'est elle qui a rapporté le couteau. La seule chose que j'ai faite, c'était me défendre. Je l'ai poignardée, mais c'était pas pour la tuer. Le suspect aurait agi en légitime défense. Une version qui ne convainc pas les policiers. Tu lui as donné un seul coup de couteau? Oui. Et t'as pas vérifié si elle était encore en vie? T'as pas appelé les secours? Elle bougeait pas. Tu pensais qu'elle était morte? Je sais pas. C'est tellement commun. Ces hommes qui disent que c'est la femme qui a commencé l'agression, par exemple qu'elle les a insultés ou qu'elle les a frappés, et que le meurtre n'est qu'une réaction à cette attitude agressive de la victime. Des agresseurs qui se cherchent des excuses et banalisent leurs crimes. Les policiers en voient tous les jours. Assieds-toi ici. Et ils ne sont plus surpris par les réactions de leur famille, rarement choqués par ces actes de violence extrême. Prévenus de l'arrestation de Sinval, sa fille Raïssa et sa sœur Maria sont venues lui dire au revoir avant son départ en détention préventive. Vous pouvez vous parler quelques minutes. Salut mon frère. Bonjour papa. Apparemment,
Les deux femmes ne lui en veulent pas à lui, mais à son avocat qui l'a dénoncé à la police. C'est lui qui t'a balancé. C'est vrai. Alors qu'il aurait dû travailler sur ton dossier, s'occuper de toi. Ouais, papa, ça sent pas bon cette affaire. Il a beau être ton avocat, moi je vais lui péter la gueule. Elles ne poseront aucune question sur la victime, ni sur les raisons de son geste. Allez, prends soin de toi, ok? D'accord. Je pense qu'il a fait ça sans réfléchir. Dans ces histoires, il y a toujours quelque chose derrière. Quelqu'un qui vous monte la tête. Mon père est quelqu'un de bien. C'est un travailleur. Avec mon frère, il nous a élevés seuls. Il s'est toujours bien occupé de nous. Il n'avait vraiment pas besoin de faire ça. Sinval risque jusqu'à 30 ans de prison. Depuis une loi votée en 2015, le fait que la victime soit une femme est considéré au Brésil comme une circonstance aggravante. Le jour même, Ana Carolina, la commissaire qui a participé à l'arrestation, a rendez-vous dans un quartier reculé, l'un des plus pauvres de Vitoria. Hey! Salut toi! Bonjour tout le monde! Je peux entrer? Oui, mettez-vous à l'aise. Elle vient annoncer la nouvelle à la sœur de la victime, à sa mère et surtout à ses enfants. Hé, salut! Tu t'appelles comment? Enrique. Fais-moi un bisou. Rosangela a laissé 4 orphelins, élevés par leur grand-mère depuis sa mort. Ce que je voulais vous expliquer, les enfants, c'est que ce qui est arrivé à votre mère n'aurait jamais dû arriver. C'est vrai. Elle devrait être à vos côtés aujourd'hui. Mais le plus important, c'est comment il va payer pour ce qu'il a fait. Dans un pays où seuls 8% des homicides sont élucidés, cette famille est presque surprise que l'enquête ait été menée jusqu'au bout. On se disait que la police ne ferait rien, que vous alliez pas l'arrêter. J'ai même dit à ma mère, viens, on va au commissariat, voir s'ils l'ont vraiment chopé. On n'y croyait plus. Violences domestiques, féminicides. Ces brigades spécialisées luttent aussi contre l'autre grand fléau qui touche les Brésiliennes, le viol. Il y en aurait plus de 60 000 chaque année. Restez derrière moi. Le lendemain matin, Ana Carolina intervient dans une école dont l'agent de sécurité est suspecté de viol. Il est là, il est là! Des faits qui remontent à plusieurs mois. Thiago Diaz. Vous connaissez Ana Rosangela? Non, je la connais pas. Vous l'avez connue sur Tinder. Vous êtes allé chez elle, à Viana. Je me souviens pas d'elle. Elle affirme que vous l'avez violée. Elle doit confondre. Non, allemand. Ana Carolina n'a aucune preuve matérielle contre Thiago. Elle ne va pas lui laisser le temps d'appeler son avocat. Et une fois au commissariat, elle et son équipe vont lui mettre la pression pour le faire avouer. Écoute, on sait tout déjà. Ça fait 1 an et demi qu'on te cherche. 1 an et demi? Me réponds pas, on sait tout déjà. On a un gros dossier bien rempli, là, devant toi. Alors ça ne sert à rien de nier. Ça sert à rien. Tu vas pas commencer à nous mentir maintenant. Je veux un avocat. Un avocat. Tu n'as pas besoin d'un avocat pour savoir ce qui peut te faire du tort ou pas. L'homme commence par nier. Quand Ana Carolina lui montre une photo de la victime, il prétend ne pas la connaître. Mais l'interrogatoire va basculer à la présentation d'une autre pièce du dossier. Mais cette personne-là, c'est toi? Oui, c'est moi.
Cette photo, tu sais où elle était? Sur son portable. C'est toi qui lui as envoyé par WhatsApp. Sur son portable à elle? Oui, c'est elle qui a montré cette photo à la police. Comment elle s'est procurée cette photo si tu ne lui as pas envoyée? Thiago change tout d'un coup de version et accuse la victime présumée de l'avoir piégée. Selon lui, une fille facile et dépressive. Elle sortait avec plein de mecs sur Tinder. Un jour, elle était sortie avec l'un, puis l'autre. Vous voyez? Donc tu t'en souviens? Maintenant, je me souviens d'elle. Donc tu connais la victime. Très bien. Je me souviens d'elle, oui, mais je ne l'ai pas violée, allemand. C'est elle qui m'a invité chez elle. Un viol, ça peut même se passer en plein rapport sexuel, dès que la fille te dit qu'elle veut plus continuer. C'est un viol? Évidemment que c'est un viol. Et si je me colle à elle? Non, le viol, c'est quand il y a pénétration. Après 4 heures d'interrogatoire, Thiago refuse toujours de reconnaître le viol. Il reste 1 mois aux policiers pour le faire parler, car le mandat d'arrêt leur permet de le maintenir en garde à vue jusqu'à 30 jours. Au Brésil, seules 2 plaintes pour viol sur 10 débouchent sur une condamnation. Des agresseurs qui ne se reconnaissent pas comme tels, mais aussi des victimes qui ne prennent pas toujours la mesure des violences qu'elles subissent. C'est à ta femme de s'asseoir, connard. Tu crois que je vais mettre un grand garçon comme toi assis et laisser une femme debout? Tu t'assois par terre et tu tournes la tête. Quoi, là? Assieds-toi. Raphaël, 28 ans, vient d'être interpellé. Addict au crack, il bat régulièrement sa petite amie Anna Paula, elle aussi consommatrice de drogue. Il y a quelques mois, il a essayé de la tuer à coups de gourdin. Mais elle refuse de porter plainte et demande que son compagnon soit libéré. Vous n'avez pas peur qu'ils s'en prennent encore à vous? Non. Un des enquêteurs tente de la faire changer d'avis. Vous vous souvenez de ça? Non. Regardez bien ce qu'il vous a fait. J'avais jamais vu cette photo. Anna Paula ne se souvient plus des 2 semaines qu'elle a passées à l'hôpital après l'agression. Depuis, malgré un traumatisme crânien et un doigt cassé, elle s'est réconciliée avec son petit ami. Vous pensez que ce n'est pas grave ce qu'il vous a fait? Bah si, c'est grave. Là, je réalise. Mais je savais pas qu'il y avait ces photos en fait. Je les vois que maintenant. Et je sais qu'il doit payer. Tout le monde doit payer pour ses erreurs. Mais là, pour moi, c'est très difficile. Étrange de me voir comme ça en photo. C'est très commun au Brésil que les victimes ne souhaitent pas que les agresseurs aillent en prison. On a une culture encore très machiste, dans laquelle ce n'est pas mal de frapper une femme. Signez la déposition, s'il vous plaît, Anna Paula. Seule une femme battue sur 4 dénoncerait son compagnon à la police. Beaucoup souffrent en silence pendant des années. Certaines, jusqu'à en perdre la vie. C'est l'histoire de Delcinea Souza. Elle non plus n'avait jamais porté plainte contre son mari, Gerson, un évangéliste très jaloux qui la battait régulièrement. En 2015, l'homme déclare à la police que sa femme a disparu, mais aucune trace de la jeune femme et pas de cadavre. À l'époque, Janderson doute de sa bonne foi et n'abandonne pas l'affaire. 3 ans après les faits, il vient d'apprendre que le mari aurait confessé son meurtre à la pasteure de son église. Ça va, Gerson? Tranquille? On se prépare un café? À son tour, il veut tenter de le faire parler. L'interrogatoire démarre sur le champ, dans la chambre à coucher du suspect, en présence de sa mère et du fils qu'il a eu avec la victime. Janderson va bien choisir ses arguments
et utiliser la foi chrétienne pour le faire avouer. Gerson, on a besoin de savoir ce qui s'est passé pour donner une sépulture à cette pauvre fille. On a besoin de savoir où se trouve le corps. C'est une question d'humanité. C'est pas très chrétien de laisser un corps sans l'enterrer. T'as qu'à nous dire, j'ai eu un accès de folie, j'ai pas réfléchi, c'est arrivé, j'ai fait ça, ça et ça, et nous on va t'emmener tranquillement, sans que ça choque ton petit. Ou alors, tu peux partir d'ici menotté devant toute ta famille, et avec ta photo publiée dans le journal. Après plus de 3 heures de conversation, Gerson finit par craquer. Il raconte avoir surpris sa femme avec son amant. Ok. Vas-y, montre-moi. Montre-moi où ça s'est passé. Gerson explique avoir pris un couteau dans la cuisine. Et après, t'es revenu dans le salon? Ils étaient où? Ici. Tu t'en es pris d'abord à elle? Ouais. Dès que je l'ai vue, je suis devenu dingue. J'avais la rage. Et tu l'as poignardée? Ouais, ouais. Elle est tombée là? Il y avait un tapis? Ouais. Gerson a enroulé le corps de Delcinéa, l'a chargé dans une brouette, avant de s'en débarrasser sur un terrain vague. Le bousculez pas trop, mon garçon. Non, nous on fait pas ça. Notre équipe est sérieuse, ne vous inquiétez pas. Merci. Gerson aurait pu continuer à nier et rester libre. S'il a décidé de parler, ce n'est pas par respect pour son épouse assassinée. En bon chrétien, sa seule intention était de sauver son âme. Janderson m'a dit une chose, il m'a demandé si je regrettais. J'ai répondu que oui. Et il a dit que c'était pas possible d'être dans un repenti sincère si on reste dans le mensonge. C'est ce qui m'a poussé à dire la vérité. Et je suis sûr que Dieu va me pardonner. Dieu m'a déjà pardonné. Gerson sera placé en détention provisoire. Vas-y, assis-toi. Et encourt lui aussi une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle. Eh mec, t'as changé depuis que t'as avoué. T'es plus tranquille. Et moi, j'ai le sentiment du devoir accompli. Un cas résolu, c'est un cas de moins sur la grande pile de dossiers que doit gérer la brigade de Janderson. Avec ses 8 hommes, il a encore 180 enquêtes en cours sur des meurtres de femmes et les féminicides commis dans sa région. Exemplo aqui, mas assim, pô, é só comentar que muda.